Je vais vous donner les informations clés et nécessaires parce que derrière, je travaille dans le domaine et donc j'estime que vous donner l'essentiel des clés de compréhension profonde sont nécessaires pour que vous puissiez prendre les bonnes mesures. Beaucoup vont se définir en tant qu'ingénieurs, mais la plupart du temps, ce sont des ingénieurs exécutants, donc qui ont la tête baissée sous le guidon. Moi, je suis de ceux qui se placent au-dessus de la mêlée parce que DeepSeek, quelque part, donc là, je fais un saut qualitatif. On était purement dans un aspect technologique, mais quand vous essayez de comprendre plus globalement DeepSeek, vous remarquez que les Chinois, quelque part, sont en train de faire, pour moi, la bataille de manière inversée de l'opium vis-à-vis de l'Occident et vis-à-vis du monde entier. Bonjour à tous, bienvenue, salutations à toutes et à tous. Je m'appelle Gabriel, je suis expert en conception et en création de solutions d'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment la start-up chinoise DeepSeek a-t-elle fait pour en arriver à mettre sur pied un modèle tout aussi puissant que les derniers modèles d'OpenAI, donc les derniers modèles de ChatGPT. Si cette vidéo vous intéresse ou si cette thématique va dans le sens dans lequel vous souhaitez apprendre sur l'IA et surtout de comprendre les ingrédients qui font qu'une intelligence artificielle est réellement intelligente, c'est le moment donc de vous abonner et liker et partager massivement cette vidéo et nous allons commencer donc le sujet de la vidéo. Sans plus tarder, let's go! Alors, avant de continuer, je dois déjà faire un préambule, expliquer déjà en quelque sorte le contexte qui m'a conduit à faire cette vidéo. Premièrement, je fais cette vidéo parce que j'observe et je regarde ici et là, je vois certains fameux experts en intelligence artificielle, en fait, sans réelle compétence quand je creuse un tout petit peu dans le fond. Parce que, in fine, derrière, c'est quoi? C'est juste de la vente d'informations qui vous sont proposées. Et souvent bien même, ce ne sont même pas ces personnes-là qui effectuent ces propres formations. Donc, je suis ici dans un cadre pédagogique et aussi parce que j'ai la volonté de partager mes connaissances avec vous, mes connaissances qui, je l'espère, vous seront très utiles. Alors, ceci étant dit, commençons maintenant donc le sujet de la vidéo. Je dois dire que, puisque nous sommes dans un monde d'information, dans un monde économique, dans un monde où l'information voyage à une vitesse grand V, beaucoup de personnes sont dans l'admiration parfois très démesurée de certaines informations qui nous sont véhiculées au quotidien. Aujourd'hui, on nous parle de DeepSeek comme étant une percée mondiale, comme étant une révolution. Je suis peut-être désolé de vous le dire, mais derrière, ce n'en est pas vraiment une révolution. Ça choque peut-être certains, et ceci n'est pas une forme de rabat-joie de ma part de ne pas apprécier l'évolution en tant que telle, mais de la manière dont les choses sont racontées, j'estime que il faut nuancer et il faut apporter un éclairage de ce que est réellement DeepSeek. Et c'est donc le contexte de cette vidéo et la raison pour laquelle je vais vous expliquer donc les points essentiels qui font en sorte que peut-être la plupart d'entre vous qui ne comprennent rien, faut le dire ainsi, rien mathématiquement parce que derrière ce n'est plus qu'une chose mathématique rajoutée à de la technique qui en fait DeepSeek comme étant un élément essentiel. Alors, DeepSeek en fait, il faut déjà comprendre que le raisonnement de DeepSeek provient à la base des efforts et du raisonnement avancé des derniers modèles d'OpenAI, donc des derniers modèles de ChatGPT. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ici, les Chinois ont fait ni plus ni moins que de la rétro-ingénierie. Je vous dirais bien évidemment la part de plus-valeur ajoutée, la plus-valeur ajoutée que les ingénieurs côté DeepSeek ont apporté. Mais de manière globale, c'est de la rétro-ingénierie.
Quand je dis de la rétro-ingénierie, ce n'est pas pour réduire le caractère de la mise en place de cet agent conversationnel, mais c'est simplement pour restituer les choses dans son contexte. Il y a 3 phases par lesquelles nous sommes passés, par lesquelles cette startup est passée pour pouvoir mettre sur pied DeepSeek. Premièrement, il y a l'extension du vocabulaire des derniers modèles de ChatGPT. D'accord? Deuxièmement, vous avez quoi? Vous avez un entraînement poussé sur des échantillons de données que les derniers modèles de ChatGPT n'avaient rencontrés jusqu'ici. Et à la fin, troisièmement, vous avez eu quoi? Vous avez eu une amélioration. Et là, ça reste une question que je me pose toujours à l'heure où je fais cette vidéo. Une amélioration du mécanisme de l'architecture des transformeurs. Voilà les 3 phases par lesquelles les ingénieurs de DeepSeek sont passés pour pouvoir mettre sur pied cet agent conversationnel qui, bien évidemment, sous certains aspects, bien sûr, montre quand même un raisonnement beaucoup plus avancé ou, en tout cas, d'égal à égal avec les derniers modèles de ChatGPT. Alors, maintenant, j'entre dans les détails pour vous expliquer comment les choses se sont passées, plus ou moins globalement. Premièrement, il y a, en premier lieu, comme j'ai dit tout à l'heure, l'extension du vocabulaire des derniers modèles de ChatGPT. Quand on parle du vocabulaire d'un LLM, déjà, pour celles et ceux qui n'ont toujours pas compris, un LLM, un Large Language Model, donc un grand modèle de langage, c'est ni plus ni moins qu'en fait, la capacité pour une intelligence artificielle de comprendre la vraisemblance d'une phrase au sens du langage naturel. Donc, quand vous prononcez une phrase, quand vous tapez un ensemble de mots, donc une phrase, pour le modèle en question, c'est d'essayer de comprendre la vraisemblance, à quel point cet enchaînement de phrases répond à une synthèse probabiliste juste. D'où pourquoi on parle de vraisemblance. Ici maintenant, je parle de l'extension du vocabulaire des derniers modèles de ChatGPT qu'a bénéficié DeepSeek, c'est que la startup chinoise en question a vérifié l'ensemble du vocabulaire des derniers modèles de ChatGPT pour s'en assurer à quel point certains tokens, je reviendrai bien sûr, certains tokens de ChatGPT étaient précis. Un token, c'est tout simplement, bon, pour les personnes qui n'ont toujours pas bien compris ce que c'est l'unité, la plus petite unité de mots ou de caractères que comprend un LLM, un grand modèle de langage. Donc, ce n'est pas toujours un mot au sens naturel que nous, humains, on prononce, mais ça peut être aussi une subdivision de mots. Mais toujours est-il que cet élément est essentiel dans la compréhension du vocabulaire du grand modèle de langage. Et ici, DeepSeek en question, en fait, a pris, vous prenez l'ensemble du vocabulaire, donc l'ensemble des tokens qu'un modèle tel que ChatGPT est capable de comprendre. Vous testez, vous prenez par exemple la bibliothèque, le tokenizer, vérifiez déjà au préalable, est-ce qu'il existe, donc au sens mathématique d'existence, c'est un token que le dernier modèle donc de ChatGPT n'aurait pas pris en compte. Et là, en l'occurrence, par exemple, si on prend le chinois, je soupçonne aussi que dans la langue chinoise, avec certains tests, avec certaines thématiques en chinois, par exemple, ou certains domaines dans lesquels potentiellement ChatGPT, quel que soit son dernier modèle, n'a pu en fait été capable d'aller être entraîné pour pouvoir recueillir le raisonnement à ce niveau-là. Donc, à ce niveau, pour cette startup DeepSeek, il a d'abord été dans un premier temps de vérifier si les derniers modèles de ChatGPT étaient capables de comprendre certains tokens, donc certaines unités de mots en question. Bien sûr que d'autres mots, par le fait que ChatGPT étant un grand modèle de langage, de par
sa taille de manière assez conséquente, a rencontré certains mots en chinois, mais vous vous en doutez bien que certains mots chinois sont passés à la trappe. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, par exemple, lorsque vous écrivez, lorsque vous communiquez, lorsque vous discutez avec l'interface de ChatGPT, donc le modèle de ChatGPT, si vous prononcez un mot que ChatGPT n'a pas rencontré dans son entraînement, donc il ne reconnaîtra pas ce mot en tant que token parce que cela ne fait pas partie de son vocabulaire. Par contre, ce qu'il va essayer de faire, c'est de subdiviser votre mot pour se rapprocher le plus possible de l'ensemble des tokens qu'il dispose dans sa base de connaissances. Et là, nous sommes dans une situation où la start-up chinoise, et j'en suis sûr, parce que avant de faire cette vidéo, je veux d'abord essayer de dire que je travaille sur des projets très pointus à l'international. Et de ce que je constate, en général, c'est ce qui se passe lorsqu'on essaye de faire de la rétro-ingénierie sur des grands modèles de langage. Donc, étudier la puissance des grands modèles de langage. On vérifie d'abord la richesse du vocabulaire en question. Et donc, ici, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Les tokens qui n'ont pas été reconnus par les derniers modèles de ChatGPT, maintenant, on passe à la phase 2. Cette seconde phase va permettre maintenant de rajouter ces tokens au grand modèle de langage. Maintenant, pour rajouter ces derniers tokens au grand modèle de langage, donc là, on parle encore des milliards et des milliards de mots que les derniers modèles de langage de ChatGPT, donc de OpenAI, n'ont pas pu rencontrer. Et même si certains mots avaient été rencontrés, toujours est-il qu'il faut s'en assurer dans un second temps de la compréhension exacte au sens sémantique de ces tokens-là. Je vous donne encore un autre exemple. Prononçons peut-être le mot en français anticonstitutionnellement, ok? Voici un mot pour nous au langage naturel. Mais pour le grand modèle de langage, plus que ce mot n'est pas, on va dire, le plus souvent employé au quotidien, il peut y arriver que lors d'une discussion avec ChatGPT, que la représentation de ce mot ne soit pas aussi avancée que l'ensemble des mots dont on a l'habitude de prononcer au quotidien. Donc, il faut faire un travail sur la représentation poussée et exacte de ce mot-là pour le grand modèle de langage. Pour nous humains, ça nous semble très intuitif, mais pour la machine, ce n'est pas le cas. Donc, dans ce cadre maintenant, il faut passer à l'étape d'entraînement. On parle, pour celles et ceux qui font du machine learning, de l'apprentissage automatique. On fera ici un apprentissage supervisé qui est l'apprentissage le plus souvent souhaité. Donc, pour revenir à l'exemple de DeepSeek, les tokens que les derniers modèles d'OpenAI, donc de ChatGPT, n'ont pas pu rencontrer ou bien rencontrer, mais n'ont pas été capables de pousser le raisonnement, la représentation de manière factuelle, la startup DeepSeek a effectué sur ces tokens-là un entraînement plus poussé en mode fine-tuning. Donc, d'aller donner des représentations plus précises afin de pouvoir enrichir la taille du vocabulaire. Et quand on parle d'enrichissement de la taille du vocabulaire, il y a déjà donc l'augmentation de l'ensemble des tokens, mais il y a également aussi la manière de relier ces tokens entre eux. Parce que pour nous humains, encore une fois de plus, le langage naturel est intuitif. Une phrase en français, en chinois, etc. Quand vous étiez enfant, on nous apprend des règles de structuration des phrases. Mais pour le grand modèle de langage, ici, nous avons une architecture qui nous permet de représenter ces mots-là pour qu'une phrase soit considérée comme vraie, juste en fait, juste au sens sémantique. D'où pourquoi on définit LLM comme étant la vérification de la vraisemblance d'une chaîne de caractères. Parce que vous agencez tout simplement des mots, donc c'est une chaîne de caractères. Pour le modèle donc DeepSeek ici en question, il y a l'architecture des transformers sur lequel ChatGPT également se base. Donc GPT, le T dans GPT, veut dire transformer. Le transformer, lui, fonctionne avec un mécanisme qu'on appelle le mécanisme d'attention ou d'auto-attention. Ce qui veut dire que pour chaque chaîne de caractères, pour chaque mot agencé, donc une phrase pour nous au sens langage naturel,
le fait que le grand modèle de langage vous réponde, vous donne une réponse cohérente, qui vous semble cohérente, mais pour lui, il a tout simplement effectué un ensemble de mécanismes d'auto-attention sur chacun des mots qui vous restituent. Pour lui, ce ne sont que des tokens. Pour nous, autres humains, ce sont des mots. Et dans ce mécanisme d'auto-attention, d'où pourquoi on parle attention is all you need, lorsque les transformeurs ont été mis sur pied par les ingénieurs de Google. L'idée de la startup DeepSeek, donc voici le troisième point sur lequel j'en arrive, a été d'améliorer ce mécanisme d'attention en plus des mots, donc des tokens qui ont été rajoutés au vocabulaire des derniers modèles de ChatGPT. Voilà ce qui a conduit DeepSeek à être, sur certains aspects, je précise bien, plus précis et plus efficace que les derniers modèles de ChatGPT. Je ne suis pas rentré dans d'autres mécanismes très techniques, mais je pourrais vous en donner d'autres détails. Mais toujours est-il que voilà les 3 points principaux sur lesquels cette startup a travaillé pour pouvoir mettre sur pied DeepSeek. Premièrement, donc on vérifie l'ensemble de certains tokens que le vocabulaire de ChatGPT possède. Certains tokens qui n'ont pas été rajoutés ou bien qui ont été rajoutés mais non, qui n'ont pas été capables d'être bien représentés. On va rajouter cette représentation et la représentation va être affinée par un entraînement en mode machine learning, donc l'apprentissage supervisé qui s'accorde bien dans ce cas. Et à la fin maintenant, nous allons ajuster et proposer une optimisation du mécanisme d'auto-attention dans l'architecture des transformeurs. Vous avez ces 3 éléments-là. Vous avez donc au final DeepSeek. Je vais revenir sur un détail très essentiel. Donc le vocabulaire, j'en ai parlé. Dans le vocabulaire, vous avez quoi? On parle généralement donc de l'ensemble des tokens que possède un grand modèle de langage. Dans ce vocabulaire, vous avez maintenant ici un élément essentiel que vous devez retenir. C'est ce que l'on appelle la représentation vectorielle. Pour le grand modèle de langage, le token ou un mot, prenons-le ainsi, ce mot est une représentation vectorielle, donc un ensemble de dimensions qui encapsule la compréhension et le sens de ce mot parce que le mot étant rencontré dans divers contextes. Vous rajoutez, par exemple, donc, certains contextes que la startup chinoise a rajouté dans les derniers modèles de langage de ChatGPT, vous avez potentiellement l'extension de la dimensionnalité des vecteurs qui représentent chacun des tokens dans les modèles de langage tels que ChatGPT. Et prenons, pour faire très simple pour celles et ceux qui ne comprennent toujours pas très bien, quand vous étiez au lycée, vous avez appris les vecteurs. On vous a représenté un vecteur en dimension 2. Donc, on était dans un espace autonomé, tout simplement, X, Y. D'accord? On peut également étendre cette notion en dimension 3, en dimension 4, etc., jusqu'en dimension n. D'où pourquoi on parle donc de la notion d'espace vectoriel. Et plus nous avons de dimensions point vecteur, plus nous avons donc un vecteur plus riche en représentation de ce que l'on appelle les vecteurs d'embedding. Ces vecteurs, effectivement, donc embedding, c'est le mot en anglais, hein, tout simplement ici, c'est pour dire que vous avez un vecteur qui encapsule le sens d'un mot, parce que l'ensemble de ces dimensions-là est essentiel pour pouvoir nous indiquer le fait que le mot, de par son usage dans divers contextes variés, nous sommes capables de capturer le sens de ce mot en relation avec d'autres mots dans une phrase donnée. C'est donc pourquoi on utilise l'architecture des transformeurs qui va être appliquée sur l'attention qui donnera à donc le poids. Ici, on parle de poids, donc parce que le mot étant essentiel dans une phrase, pour que nous ayons en sortie une phrase cohérente.
En français, par exemple, on a pour habitude de dire que le complément d'objet direct, lorsqu'il se place avant le verbe avoir, nous avons une mise en situation du participe passé qui doit être pris en compte. Par exemple, lorsque je dis les mangues que j'ai mangées, puisque que est placé avant, donc verbe avoir, j'ai mangé, nous avons donc mangé, accent aigu, muet, s. Pour nous autres humains, voilà une règle en langage naturel qui fait que on prend en compte le fait que ce CO2 placé avant le verbe avoir, donc nous aurons une prise en compte de manger avec accent aigu, muet, s. Maintenant, mettez-vous à la place du LLM pour vous poser la question, comment fera-t-il pour pouvoir prendre en compte le fait que manger sera avec accent aigu, muet, s. Voilà donc ce que l'on appelle le mécanisme d'attention dans cette phrase que j'ai citée. Là, ce n'est qu'une phrase très courte que j'ai prise. Maintenant, imaginez un long contexte, un paragraphe assez grand, contenant plein de subtilités comme ça en langage naturel. Et vous posez-vous la question de comment le grand modèle de langage fera-t-il pour pouvoir s'adapter, pour faire le lien entre les différents contextes, donc les mots entre les phrases. Tout ceci, ce n'est que de la technique. Donc, vous avez derrière ces différents paramètres que j'ai cités, et à la fin, vous obtenez DeepSeek en question. Je vais m'arrêter là. Mettez un pouce bleu, enfin peu importe, en tout cas, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo et mettez en commentaire certains de vos commentaires et vos remarques et nous discuterons la prochaine fois de la manière dont on met sur pied véritablement les grands modèles de langage avec une situation beaucoup plus facile. J'ai essayé de simplifier vraiment les choses avec sans entrer trop dans du jargon trop technique, mais pour vous donner les éléments clés et essentiels pour que cela puisse être très bien clair pour vous. Bien sûr que DeepSeek, du fait que c'est un open source et du fait que, évidemment, il y a eu un travail derrière qui a été effectué. Le travail derrière en question, ça a été d'aller enrichir donc le vocabulaire de ChatGPT, d'étendre ce vocabulaire. Alors, dans l'extension du vocabulaire, un élément aussi essentiel, c'est que lorsqu'un mot est représenté sous forme vectorielle, vous devez passer par une situation de représentation dans un espace latent, d'où pourquoi on parle de représentation vectorielle, de notion d'espace vectoriel, de comprendre comment ces vecteurs-là qui représentent les tokens, donc de l'ensemble de votre vocabulaire, se chevauchent entre eux. Et vérifier ici si un vocabulaire est cohérent, c'est par exemple de vérifier que un mot ou un token est plus cohérent dans sa représentation avec les vecteurs qui l'entourent. Si je prends le champ sémantique, le mot chien, dans la représentation d'espace vectoriel, je devrais avoir en toute logique le mot chat ou le mot quel animal de compagnie je pourrais prendre. Un autre animal de compagnie, par exemple, proche du chien et du chat au quotidien. Dans cet espace vectoriel-là, j'aurai donc le vecteur chien et chat pas très éloigné. En tout cas, le vecteur chien et chat seront beaucoup plus proches que le vecteur chien et lion. Parce que, évidemment, lion est un vecteur qui est beaucoup plus dans un champ sémantique éloigné par rapport au champ sémantique du mot chien, compte tenu du contexte. Voici, ni plus ni moins, comment la représentation vectorielle est essentielle et l'enrichissement surtout du vocabulaire d'un LLM est primordial pour pouvoir avoir un modèle de langage enrichi et performant en raisonnement. Sur la partie raisonnement, il y a eu le mécanisme, donc l'optimisation. À ce niveau-là, ceci reste en fait une question en suspens pour moi, mais toujours est-il qu'ils sont passés, donc ces ingénieurs sont passés par ce mécanisme d'optimisation de l'architecture du transformer en question pour pouvoir ne pas utiliser la puissance de calcul assez vaste en termes de dépenses de combinatoires que OpenAI a pu utiliser jusqu'ici.
Je crois que le chiffre en général cité, c'est à peu près de 5 millions d'euros ou de dollars qu'aurait utilisé DeepSeek pour pouvoir mettre en question cet agent conversationnel, alors que OpenAI aurait dépensé des milliards. Mais comme je l'ai dit une fois de plus, il y a déjà eu le fait que OpenAI a mis sur pied un modèle quand même assez avancé, et derrière la rétro-ingénierie sur les points et les aspects que je vous ai cités et de la manière dont cela s'est effectué, vous pouvez logiquement en arriver au fait que la somme utilisée par DeepSeek n'a pas été aussi conséquente. Mais derrière, il n'y a pas de magie, en fait, compte tenu des informations qui sont relayées par le système médiatique et tous les youtubeurs ou les fameux faux experts là d'ailleurs qui essayent simplement de créer du buzz ou de rajouter du buzz là-dessus pour pouvoir vous vendre des formations. Parce qu'in fine, c'est ça, en fait, à la con, pour que vous puissiez dépenser votre argent dans n'importe quoi. Je suis ici pour vous apporter des informations clés parce que je travaille dans le domaine, je sais de quoi je parle et je suis capable et je conçois au quotidien des solutions véritablement intelligentes. Si je vous vends une formation ou le jour où je vous vendrai une formation, ce sera pour que vous travaillez à être capable de mettre sur pied un modèle tel que DeepSeek. Ce qui vous bloque aujourd'hui, par exemple, ou ce qui bloque quelqu'un qui a les connaissances aujourd'hui de mettre sur pied un modèle de ce genre, c'est la connaissance technique, tout simplement. Et la connaissance, en fait, si vous avez les bonnes personnes, le financement sera quelque chose que vous pourrez aller chercher. Mais en termes de conception mathématique, je viens de vous détailler les éléments clés nécessaires qui ont fait en sorte qu'on en arrive, qu'on aboutisse à ce modèle, donc à cet agent conversationnel aussi puissant que les derniers modèles de ChatGPT. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Likez encore une fois de plus cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit la prochaine pour une vidéo de compréhension des enjeux de l'intelligence artificielle. Parce que j'aime aussi à faire ces vidéos, pas dans le fait de suivre le buzz, parce que si vous remarquez bien, je prends quand même le temps de ne pas forcément faire la vidéo en temps et en heure parce que le système médiatique, parce que le buzz est en train d'être passé. Je préfère vous donner les informations clés et nécessaires parce que derrière, je travaille dans le domaine et donc j'estime que vous donner l'essentiel des clés de compréhension profonde sont nécessaires pour que vous puissiez prendre les bonnes mesures. Beaucoup vont se définir en tant qu'ingénieurs, mais la plupart du temps, ce sont des ingénieurs exécutants, donc qui ont la tête baissée sous le guidon. Moi, je suis de ceux qui se placent au-dessus de la mêlée parce que DeepSeek, quelque part, si, donc là, je fais un saut qualitatif, on était purement dans un aspect technologique, mais quand vous essayez de comprendre plus globalement DeepSeek, vous remarquez que les Chinois, quelque part, sont en train de faire, pour moi, la bataille de manière inversée de l'opium vis-à-vis de l'Occident et vis-à-vis du monde entier. Damer le pion auprès des Américains, c'est de s'assurer que la Chine sera la première puissance en matière d'intelligence artificielle et donc monopoliser et avoir le monopole sur toutes les technologies de demain et l'industrie par extension, parce que les pays pauvres de demain qu'on considérera comme pauvres seront les pays qui n'auront pas été capables. Et là, je prends par exemple l'Europe de manière tout entière. L'Afrique, on dira peut-être que l'Afrique est déjà habituée, mais potentiellement, l'Afrique pourra se rattraper. Mais l'Europe en tant que telle est le maillon faible, restera pour moi le maillon faible face à cette guerre qui est en train d'être rude entre les États-Unis et la Chine. Et ici, donc, quand je parle de la guerre de l'opium, en référence évidemment à la guerre de l'opium que les Anglais, l'Occident plus généralement, a exercé sur la Chine dans les années 1800. Et là ici, les technologies telles que TikTok, DeepSeek là, ici en l'occurrence, et Huawei, etc., tout ceci concourt à une bataille, quand on regarde avec un peu de recul, que la Chine mène vis-à-vis de l'Occident d'un point de vue stratégique. Et c'est très bien pensé d'ailleurs.
le fait de mettre DeepSeek en open source, ce n'est pas pour rien. Vous n'avez pas vérifié forcément derrière s'il y a des backdoors, j'en sais rien, mais vous n'avez pas, pour vous autres mortels, essayé d'inspecter réellement ce qui se cache dans le capot, en fait, quand on dit sous le capot. J'ai essayé de faire cet effort-là en vous donnant les explications clés qui ont amené à l'aboutissement d'un modèle de ce genre, mais pensez aux aspects sécurité, géopolitique, économique, etc. C'est beaucoup plus vaste que ce qui est délivré là d'ailleurs. Et c'est donc à ce niveau qu'il faut prendre de la hauteur pour pouvoir restituer tous ces éléments-là dans un contexte cohérent et logique. Ce que beaucoup ne feront pas dans des vidéos qui vous montrera tout simplement la manière dont DeepSeek fonctionne. C'est très bien. Je ferai ce genre de vidéo tutoriel la prochaine fois. Mais toujours est-il que avant de pouvoir faire ce genre de vidéo, il faudrait que vous puissiez comprendre le cœur, la synthèse réelle de ce qui se joue et de pouvoir prendre conscience des réels enjeux. C'est le motif de cette vidéo et de l'ensemble des vidéos dont j'ai l'habitude de faire au quotidien. Je m'arrête là, on se revoit la prochaine et merci de m'avoir suivi. Au revoir.